Assez vite. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. On est là pendant, je viens de le dire, pendant 45 minutes, 50 minutes ensemble pour discuter, d'un sujet qui en fait intéresse à la fois le secteur du handicap, ou dit STPA et qui intéresse aussi les entreprises. C'est, comment mieux faire connaître le secteur du handicap et c'est pour ça qu'on a fini ce titre par, l'affaire de tous et on va essayer, notamment avec nos intervenants, d'en parler, d'étayer en fait, cette problématique qui en est une qui n'a pas de fin, mais qui est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises s'engagent et c'est vrai que le secteur du handicap, mérite d'être plus connu et pour ça, il faut agir tous les jours et en l'occurrence, le salon Handi-Achat, est aussi là pour ça. Donc juste un petit mot sur Handi-Achat, hein, c'est sa 3e édition, c'est co-organisé par, Andeco et son délégué général, Joseph Ramos, qu'on a vu enfin pas vu, mais entendu il y a quelques instants. Et de l'autre côté, donc Andeco, hein, qui est une association qui vraiment œuvre tous les jours, un peu comme un médiateur entre les entreprises et le secteur du handicap pour faciliter la vie du développement économique pour les deux parties. Et puis de l'autre côté, l'autre co-organisateur, c'est Talent Handicap, le groupe Talent Handicap, qui depuis 10 ans œuvre en fait au recrutement via des plateformes et des forums, œuvre au recrutement des personnes en situation de handicap pour tout type d'entreprise. Voilà, donc ça c'était un petit peu le décor. Sur notre sujet, pourquoi on a tenu à aborder ce sujet? Je le disais à l'instant, hein, ça paraît assez crucial pour toutes les parties prenantes de mieux se connaître, de mieux se comprendre et peut-être d'avoir quelques clés pour avancer tous ensemble. Donc, ce secteur du handicap, c'est un peu plus de 2200 structures, donc c'est une vraie richesse hein, qui est aussi peut-être pas suffisamment connue. Il a un rôle essentiel et nos intervenants vont en parler parce que qui dit structure dit emploi et activité économique. Ça dit aussi un engagement et un rôle social très important. Ce rôle social et économique, il est aussi tenu dans les territoires. Et c'est un vrai sujet aussi que de parler des territoires par rapport à notre sujet. Et que tout ça, aujourd'hui, mérite d'être amplement développé. Et encore une fois, il y a des mécaniques, peut-être du bon sens et des bonnes pratiques qui peuvent être intéressantes. Et on ne va pas tout dire en 1 heure, mais nos intervenants, en fait, vont certainement, j'espère, éclairer ceux qui nous suivent là pendant 1 heure sur ce sujet. Donc, c'est eux qui ont le plus de choses à partager plutôt que moi. Donc, je vais les laisser se présenter et honneur aux dames. Donc, Christine, si vous voulez bien vous présenter pour commencer. Votre micro est éteint. Effectivement, sans doute mieux avec le micro. Je suis Christine Auclair. J'ai travaillé longuement, plus de 10 ans dans le secteur du handicap, à l'insertion des personnes en situation de handicap par le travail au sein de la NRH, à différents postes, depuis la direction de structure jusqu'à la direction du développement de l'association. Actuellement, je suis consultante et formatrice dans ce secteur et donc je continue à œuvrer à la cause. Voilà pour une présentation rapide de mes activités. Très bien, merci. Jean-Marc, s'il vous plaît. Micro. Voilà, donc Jean-Marc Van Velde, hein, donc moi je suis en charge du développement économique au Papillon Blanc de Dunkerque. Alors je suis un ancien directeur des aides, les aides de Téteghem, peut-être que certains connaissent, c'est les aides qui a démarré le facile à lire en France. Et je suis aussi animateur de groupes de directeurs sur le Nord et aussi bien sûr membre de la commission nationale UNAPI. Et donc à ce titre, j'ai participé aux réformes OETH et en ce moment à la concertation des ESAT. Très bien, merci. Merci Jean-Marc. Et puis on va développer un petit peu sur votre structure tout à l'heure pour la présenter un peu plus. Donc Alain, s'il vous plaît. Oui, donc moi Alain Masson, je suis en charge de la RSE, un acronyme qui commence un peu à être connu dans le monde de l'entreprise et dans les médias en particulier. Moi, la question du handicap, ça m'a beaucoup traversé quand j'étais responsable mission handicap pour Sodexo en France. C'est un sujet qui me passionne à la fois à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Et voilà, dans le cadre de mes missions RSE, j'ai cette partie sociale, même si aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui s'en occupe à 100%, et Dieu sait s'il y a du travail.
Je suis ravi Alors, d'être avec vous pour cette table ronde. Alors, merci, merci à vous. Alors, ce qui est intéressant, enfin, jugé intéressant, c'est que effectivement, là, on va avoir les deux points de vue, c'est-à-dire le point de vue de l'entreprise et puis le point de vue de gens qui œuvrent ou qui ont œuvré dans le secteur du handicap. C'est tout l'échange. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si elles correspondent en fait au moment de certains échanges, on pourra poser les questions directement, les relayer à nos intervenants pour alimenter le débat. Surtout, n'hésitez pas, on n'est pas des milliers, donc tant qu'à faire, on est là pour se rendre service et s'il y a des questions précises, n'hésitez pas à les poser. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, Alain, qu'est-ce qui vous interpelle ou en quoi jugez-vous que notre table ronde est intéressante? Je pense que c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, bah oui, le secteur protégé, adapté, c'est pas nouveau, hein. Il y a beaucoup de structures, vous l'avez dit en préambule, c'est pas nouveau, mais on s'aperçoit, j'allais dire, au quotidien ou en tout cas quand on essaye de faire se rencontrer le monde de l'entreprise et le monde du secteur protégé adapté, qu'il y a peut-être encore, et pourtant ça fait longtemps que ça existe, et il y a beaucoup de démarches aussi de politique d'entreprise, mais je pense qu'il y a encore peut-être quelques petits réglages à faire pour que ça soit un peu plus fluide et que ça soit évidemment au bénéfice des personnes handicapées ou des structures qui travaillent sur ce sujet. On abordera ensemble tout à l'heure, je dis ça pour les gens qui sont avec nous, vraiment des choses très pratiques dont vous nous parlerez après Alain et Christine et Jean-Marc aussi, bien sûr. Sur Handi Achat, bien sûr qu'on a des réflexions les autres, mais partager des bonnes pratiques et on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure sur ces points-là précis et concrets qui peuvent peut-être alimenter ou inspirer les gens qui nous suivent. Christine, de votre côté, sur ce sujet, de mieux faire connaître. Le sujet de la table ronde, c'est évidemment une préoccupation permanente, d'une part, des entreprises du secteur du handicap. Vous parliez tout à l'heure de 2200 structures. Finalement, on s'aperçoit qu'au sein des entreprises, on est souvent connu d'une petite partie du monde de l'entreprise, mais pas de l'ensemble. Donc, toujours des missions handicap, évidemment, et maintenant des missions RSE. Mais souvent, l'information ne descend pas assez dans toutes les strates des entreprises d'une part et plus généralement de la société. Je pense que fondamentalement, la connaissance du secteur et l'emploi du secteur et l'intérêt du secteur résout un certain nombre de problèmes sociaux et économiques qu'on imagine bien quand on est dans le secteur, mais qu'on voit peu quand on n'y est pas. Et donc, le côté insertion va résoudre des problèmes économiques et finalement va arriver à être bénéfique pour l'ensemble de la société avec des personnes qui sont incluses dans la société comme n'importe quel autre citoyen et non pas des citoyens traités à part et qui finalement sont sans doute un poids qu'ils ressentent comme eux-mêmes comme un poids pour eux et qui économiquement, je veux dire, demandent plus d'investissement économique de la part de la société que les intégrer dans la vie quotidienne et donc amener cette fluidité dont parlait Alain qui est extrêmement importante. Très bien. Alors, je rectifie un petit peu mon propos. J'ai oublié de parler, et je m'en excuse s'il y en a qui nous suivent, des travailleurs indépendants handicapés qui sont au-delà des 2200 structures que j'évoquais tout à l'heure et qui sont aujourd'hui plusieurs milliers à proposer des services qui sont tout à fait partie prenante dans la richesse en fait, du secteur du handicap. Donc Jean-Marc, par rapport à notre sujet. Oui, alors pour moi, le grand intérêt de cette rencontre, c'est que Handeco et les Handi Achat sont spécialisés, pour moi, dans les relations entre les acheteurs d'un côté, des grandes entreprises, et les ESAT et les EA. Ils sont quand même très forts dans les relations entre les deux. Or, nous, ce que nous constatons, c'est que les ESAT et les EA, en général, s'ils connaissent bien le terrain, c'est-à-dire localement, ils connaissent bien leurs entreprises, ils connaissent bien leur territoire, parce que nous avons historiquement des relations avec les chambres de commerce, etc. Tout ça, je dirais que ça va. Ils se butent assez fréquemment avec les grandes entreprises
qui sont locales. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'on répond, on nous répond à ce moment-là, non, c'est pas nous qui décidons, c'est le siège qui décide. Ça se passe à Paris. Voilà, nous avons des accords cadres et voilà, c'est comme ça. On peut rien faire localement. Et c'est toujours ce gros problème entre le local et le national. Bon, bref, c'est un des enjeux entre autres, hein, de la commission emploi à l'UNAPI, c'est justement de coordonner un site. Nous avons fait un site national qui s'appelle UNAPI Entreprises, et qui soit une vitrine pour que les entreprises, en fait, ils trouvent en fait tous les ESAT et les EA, hein, et qu'elles puissent proposer aussi des marchés locaux et nationaux. Et je dirais qu'en parallèle de ça, nous œuvrons de plus en plus à mettre en place des outils, en fait, type co-traitance, GME, afin de travailler en réseau entre nous. C'est le début, hein, mais afin de manier le territoire. On va aborder le point effectivement des solutions qui sont proposées, Jean-Marc, hein, et vous avez commencé à en énumérer quelques-unes. Alors justement, pour l'UNAPEI est l'organisation la plus importante, hein, du secteur du handicap, il me semble, en France. Donc sur votre organisation, peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que pour nous en dire quelques mots de justement, si on veut comprendre et décrypter un petit peu comment tout ça peut après se mécaniser, comment est organisé par exemple, hein, parce que ce n'est pas l'unique structure, mais comment est organisé l'UNAPEI? Alors, je dirais tout d'abord les papillons blancs, ça part, ce qu'on appelle, parce que c'est quand même ce qui est le plus connu en France, hein, les types papillons blancs, mais qui peuvent s'appeler aussi dans le sud de la France les chrysalides, par exemple à Marseille. Hein, mais voilà, ce sont toutes des associations parentales. Donc, parentales, ça veut dire que c'est des associations qui sont gérées par des parents d'enfants en situation de handicap. Elles œuvrent tous à l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour les papillons blancs, et donc les APEI en général, c'est de la déficience intellectuelle. Ça, c'est un point quand même qui est important à dire au départ. Ce sont donc des APEI, associations de parents d'enfants inadaptés, et qui donc sont en structuration par département en UDAPI, hein, des structurations départementales, et qui se rejoignent dans ce qu'on appelle l'UNAPI en France, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés. Voilà. Et je pense qu'on a peut-être une diapo à montrer là. Je ne sais pas, Antonio, est-ce que vous avez déjà la diapo peut-être qui pourrait nous aider à montrer? Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut grossir cette diapo-là. Qui non, montre ça va quand... pas être possible. Non, mais bon, ça permettra de voir quand même. Ça vous permet de voir on voit un beau maillage. Oui, voilà. Alors, c'est important. Ce qui est important que vous voyez là, c'est que, en fait, 600 ESAT, hein, vous voyez, 120 EA, hein, donc les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, hein, 120 EA, 50% des ESAT EA français, plus de 50 000, c'est même plutôt 60 000 personnes accédant au travail. Hein. C'est la principale, effectivement, organisation gestionnaire d'établissement, hein, dans le secteur médico-social en France, et c'est la plus importante dans le secteur du handicap. Et bien entendu, ce que je vous disais tout à l'heure, association parentale, hein, donc l'ADN parental, qui est une force, bien sûr, hein, pour garantir l'accompagnement, le respect des personnes. Hein. Et la petite particularité, c'est le fait que c'est l'inventeur du CAT. Alors, tout le monde connaît les CAT, hein, de nom, hein, c'est quand même très, très vieux, qui sont devenus des ESAT. Hein, voilà. Et alors, on a rajouté aussi, donc vous voyez le maillage, hein, sur la France, ce qui fait quand même, effectivement, il y a vraiment une couverture nationale que peu de monde connaissent. C'est pour ça qu'on tient vraiment à la montrer, parce qu'il y a quelque chose à faire. Et vous voyez en bas le logo UNAPEI Entreprise, que je profite de vous montrer, qui est quand même assez nouveau, hein, que vous allez commencer à voir dans des campagnes d'affichage, qui permet justement de mettre en valeur les ESAT et les EA sur la France. Est-ce que, voilà. Est-ce que vous voulez compléter la présentation? Oui, peut-être par une diapo. J'avais mis une diapo sur la RSE. Je ne sais pas, non, c'est pas celle-là. Oui, c'est ça, tout à fait. Les mots-clés. Oui, voilà, simplement pour dire que les valeurs véhiculées, bien sûr, répondent aux engagements RSE des entreprises. Donc, il y a un vrai partenariat possible avec les entreprises. Hein. La politique de RSE, les achats responsables, les entreprises inclusives, le développement durable, les circuits courts, hein, vous voyez. Et tout ça répond effectivement à pas mal de demandes, souvent, qui sont fréquemment énoncées par les entreprises. Hein. On va en reparler après, effectivement, dans les solutions et les arguments, surtout, hein, du secteur du handicap, qui viennent et qui entrent, en fait, comme un vrai levier RSE, pour dire ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est effectivement ça. Et qu'effectivement, il faut rappeler non seulement les activités, mais aussi le fait qu'il y a, et Christine en parlait tout à l'heure, il y a des choses particulièrement vertueuses, en fait, hein, de mettre en place des collaborations. Mais encore une fois, on va y aller par étapes.
Du coup, peut-être, alors pas en miroir, mais presque, Alain, l'organisation de Sodexo, du coup, en France, parce que vous êtes bien répartis aussi, je pense. Oui, oui, alors c'est pas mal miroir avec ce que vient de présenter Jean-Marc Vandevelde, effectivement, puisque nous, on est, alors pas trop sur la Corse, un tout petit peu, mais on est présent sur le territoire et aussi dans quelques territoires ultramarins. C'est aussi une complexité qu'évoquait un peu d'ailleurs Jean-Marc en disant, bah, nous, on est on dit toujours entre 5 et 7 000 sites en France, donc on n'a pas de grosses unités comme certaines autres entreprises, hein. C'est un tissu, en fin de compte, c'est un assemblage de TPE, PME. Donc, avec effectivement des niveaux de décision qui, quelquefois, alors quand les gens ne savent pas, des fois, ils disent quand même que c'est le siège, hein, parce que c'est quelquefois aussi la réponse qui dit autant je ne sais pas trop, donc on va dire que c'est le siège, mais aussi, effectivement, ils ont raison, des directives qui tombent. Donc, c'est aussi en tout cas, nous, c'est quelque chose sur lesquels on essaye avec notamment un réseau qui permet justement de contacter les régions avec les spécificités de certaines régions. Donc, voilà, nous, on est une entreprise, un peu connue de restauration et de services. Alors, j'insiste là-dessus parce que Oui. Et ça peut concerner notamment le secteur protégé adapté. C'est-à-dire que, bien sûr, le cœur de métier, c'est la restauration, mais on a aussi une grosse partie qui sont tous les services qu'on appelle maintenance multitechnique. Et donc, ça peut aller du remplacement d'ampoules jusqu'à des maintenances de serveurs informatiques en passant par la propreté. Donc, il y a vraiment une centaine de métiers, c'est toujours ce qu'on dit chez nous. Donc, ça concerne notamment, et ça peut faire miroir avec les activités différentes qu'il peut y avoir dans les ESAT ou dans les EA ou même pour les travailleurs indépendants handicapés. Donc voilà, donc on a cette organisation aussi très et c'est très intéressant, hein, Jean-Marc, parce que moi je découvre une API entreprise. Oui, oui, bah oui, ça m'intéresse beaucoup. Je suis ravi. Le rôle d'Andy Achat est en direct. Est-ce que, alors, avant que Alain nous explique un petit peu, du coup, le point de vue de l'entreprise, de comment il a mis en place des choses avec le secteur du handicap, est-ce que Christine voulait rajouter un petit mot sur ce maillage du secteur du handicap en France ou... Oui, alors on a un maillage, le maillage, on parlait d'une APEI, il y a aussi des associations dites gestionnaires du type de celle de laquelle j'œuvrais, qui est la NRH, qui sont des associations un petit peu de structures un petit peu différentes, puisque nous, on n'est pas une organisation parentale, une association parentale, on est une organisation gestionnaire et on a aussi le même souci de maillage du territoire avec des entreprises qui parfois peuvent sembler décalé par rapport à nos clients, et c'est ce à quoi il faut être attentif, c'est la taille critique de nos structures qui rassemblent énormément de monde, mais qui souvent sont des structures de taille relativement modeste dans les départements. Donc ça, c'est aussi une question et c'est parfois une crainte de la part des acheteurs et des entreprises de se dire, oh mon Dieu, ils ne sont pas très gros, qu'est-ce qui va se passer, alors que le maillage nous rend extrêmement forts et extrêmement réactifs. Et ça, c'est important de noter la réactivité du secteur. C'est quelque chose qu'on note dans l'ensemble des EA et des ESAT de France, c'est-à-dire pas seulement celle des associations gestionnaires ou d'autres. C'est une vraie force du secteur, c'est le maillage d'une part, donc la proximité avec les territoires, et puis cette réactivité, parce qu'on a des tonnes de métiers, nous aussi. Alain parlait des nombreux métiers de Sodexo, mais les EA et les ESAT ont aussi une diversité de métiers absolument considérable. Oui, et puis enfin, on va en entendre, je pense, ces prochains mois beaucoup parler, mais aujourd'hui, on parle de localisation ou de relocalisation. Et je pense que du coup, le secteur du handicap doit d'autant plus parler de ses activités, de son rôle dans les territoires qui sont déjà présents, et encore une fois, qui ne méritent qu'à être développés. Alors, le côté point de vue entreprise, Alain, vous vous êtes occupé en fait de mettre en place tout un tas de choses, donc encore une fois, dans la volonté de partager de manière un peu pratique. Donc, on part d'une volonté, mais ensuite, il faut l'appliquer. Oui, oui, alors effectivement, c'est le rôle de responsable mission handicap, de patron de la RSE ou de patronne de la RSE, c'est justement aussi d'acculturer l'ensemble des maillons de la chaîne opérationnelle pour pouvoir communiquer et aussi expliquer, parce que nous, on a pourtant un partenariat historique avec un certain nombre de structures, associatives ou pas d'ailleurs, qui ont des ESAT ou des EA, puisqu'on a un segment de marché spécialisé sur les établissements d'accueil pour personnes handicapées et personnes âgées, mais notamment personnes handicapées, quelle que soit leur forme, et donc forcément des ESAT et des EA.
Donc, j'allais dire que sur ce segment de marché, les gens sont plutôt, les personnes connaissent plutôt bien la thématique et plutôt bien les circuits de décision et les interlocuteurs régionaux, puisque on l'a vu avec ce maillage. C'est pas le cas des autres segments. Donc, une de nos actions sur ce sujet-là, c'est de cartographier, de référencer, entre guillemets, en interne, des structures qui peuvent répondre à des besoins réguliers, ponctuels. On parlera probablement des appels d'offres. Jean-Marc a parlé de la co-traitance, notamment, c'est un des aspects. Et donc, ça, c'est vraiment important d'avoir justement une cartographie, tout simplement, OK, je suis dans telle région, j'ai tel besoin, ce que disait aussi Christine, hein, j'ai besoin de conditionnement, j'ai besoin de quelque chose de très technique, j'ai besoin d'acheter des produits, c'est notre cas assez souvent. Et il faut que je puisse savoir, dans ma région, dans mon ancrage territorial, hein, c'est de plus en plus effectivement la règle, qui je peux appeler et pour quel type de prestations. Et puis, peut-être quand même, une notion importante, je pense, c'est aussi de déconstruire les stéréotypes, parce que ça a bien évolué. Ça a bien évolué, notamment chez nous, mais pas que. Mais il y a encore, je pense, un peu de cette vision j'entends encore des gens parler de CAT d'ailleurs, hein, parce que les AT, ça fait un moment, hein, mais voilà. Et il y a encore quelques fois ces notions de ouais, mais tu sais, Alain, c'est bien, mais voilà, est-ce qu'ils vont être dans les délais? Ça va être du travail de qualité? Voilà. Ça aussi, alors ça va vraiment de mieux en mieux, vraiment, parce que plus on acculture les gens et plus il y a d'expériences positives, c'est mieux. Mais il y a aussi ce travail de déconstruction stéréotype pour dire, attendez, les structures TI, ESAT, EA sont des acteurs d'un marché, comme peuvent l'être d'autres structures qui ne sont pas soit du segment médico-social ou des entreprises de droit commun. Donc ça, c'est important aussi quand je dis mon travail, c'est aussi le travail de Marianne, puisque c'est elle qui travaille là-dessus chez moi, Marianne Magnan. Mais voilà. Donc ça, c'est important d'avoir ces deux aspects. La réponse à une demande, mais aussi pas faire de la pub, mais c'est un peu ça. Et de la sensibilisation. C'est le travail en interne, et évidemment, c'est important d'embarquer vos collègues pour qu'ils s'impliquent localement. Du coup, Jean-Marc, vous constatez aussi sur le terrain que parfois, c'est un peu une difficulté quand on est face à des gens de l'entreprise qui, effectivement, méconnaissent ou connaissent pas du tout le secteur du handicap, et ce qui empêche parfois que ça puisse avancer dans les relations. Oui, alors je dirais qu'effectivement, il faut séparer entre les petites, comme tout à l'heure j'expliquais, entre les petites entreprises locales, où ils ont plus besoin, je dirais, de spécificités techniques. Là, nous sommes sur des agréments. Vous savez, on passe beaucoup avec, par exemple, en blanchisserie, c'est la RABC, ou en espace vert, le MAS, vous savez, des certifications très précises. Ou en conditionnement alimentaire, c'est l'IFS. C'est vraiment des choses qu'on nous demande de plus en plus. Alors, on note quand même une forte demande de certification métier. Ça, c'est quelque chose qui monte en puissance. Et bien entendu, le circuit court, ce qui fait que le fait d'être en même temps social et environnemental. Donc ça, c'est vraiment les notions. Et ça, nous l'avons naturellement par l'ancrage local. Hein. Et c'est en cela que les établissements sont vraiment, on peut dire que c'est des acteurs du développement durable. Alors, au niveau alors, il y a quand même toute une série d'activités. Je ne sais pas si on peut remontrer la diapo. J'avais envoyé une autre diapo avec l'ensemble des activités. Tout à l'heure, on avait évoqué ça. Je ne sais pas si vous l'avez, celle-là. Je ne sais pas si Cynthia est là. Il y a On devrait voir. Ouais, Voilà. oui. Non, une autre. C'est une autre diapo. Ça, c'est la co-traitance. Non, il y en a une autre. Peut-être Ah qu'on l'a non, vous ne l'avez pas. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est les seuls qui me. Bon, d'accord. Il y en a eu sur l'ensemble des activités, et effectivement, ça représente, une fois nous avions fait le point, vous pouvez l'enlever, c'est celle-là, si vous voulez. Nous avions fait le point, il y en a environ une cinquantaine quand on compte sur l'ensemble de la France. Et bien entendu, chaque ESAT en fait, allez, je vais dire 13 à 14 activités à peu près. Mais ça représente effectivement une variété très, très, très importante. Hein. Alors, comment vous faites connaître des entreprises? Parce que du coup, est-ce que ce n'est pas une des difficultés? C'est vraiment de faire savoir ce que vous faites. C'est oui. ce qui est notre sujet. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, alors je disais, donc entreprise. Alors, les outils, bien entendu, comment on se fait par de la co-traitance, hein, c'est ce qu'on parlait actuellement, ou faire un GME. Ça, on commence de plus en plus à faire ça, c'est-à-dire qu'on répond à
un appel d'offres au niveau départemental et on se dit, mettons, on va se mettre tous ensemble et on va répondre à travers un GME. Vous savez, un groupement momentané d'entreprises, faire de la co-traitance. On le fait au niveau parlez-nous-en local. un petit peu parce que les gens qui nous écoutent là, ne savent pas forcément ce que c'est et comment ça fonctionne. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qui monte un peu en puissance parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment cette nécessité-là. Tout à l'heure, j'expliquais que sur l'ensemble de la France, on a besoin d'avoir cette vision-là. Et localement, on a aussi besoin. Donc, on commence par des départements où on fait une co-traitance ensemble, plusieurs associations, avec un GME. Donc, et après, on répond à l'appel d'offres. Vous voyez? Donc, on l'obtient et on travaille tous ensemble sur un département complet ou sur une région complète. Donc ça, c'est au niveau, ça, c'est quand plusieurs ESAT et EA se mettent ensemble pour répondre. Et après, vous avez des choses intéressantes, c'est ce qu'on appelle des GME mixtes entre une entreprise et un ESAT. Ça se fait aussi. Et là, il y avait une diapo que j'ai vue tout à l'heure, si vous pouvez la montrer. Par contre, celle-là qui est assez intéressante pour répondre à des demandes des entreprises. J'embête Cynthia. Voilà. Non, pas du tout. Donc Non, ça, c'est une co-traitance. Alors, le modèle est intéressant à voir parce que d'un côté, vous avez une demande d'un groupe qui veut, là, dans ce cas-là, c'était le nettoyage de bus. Et donc, une grosse société a répondu, une société assez importante qui s'appelle Clinitex. Elle a répondu en tant que mandataire. Nous avons répondu en tant que co-traitant. Vous voyez, on a fait une partie des prestations qui était plus petite. Donc, ça rassure d'une part le client final, parce qu'il se dit, j'ai le mandataire, effectivement. Ensemble, nous faisons un contrat tripartite. Et en fait, l'avantage, c'est que la société, elle réalise sa sous-traitance donc par un partenariat durable qui est bien sûr économique, circuit court et social, et elle assume ainsi concrètement ses valeurs en termes de RSE. Vous voyez ? Sans compter que comme il y a une facturation des deux côtés, l'entreprise peut aussi bénéficier du fait d'avoir fait travailler d'une entreprise. Donc, ce que vous nous expliquez, Jean-Marc, c'est qu'une des réponses, c'est pas de se dire qu'il faut absolument avoir le client en direct, mais qu'en fait, il y a beaucoup de marchés qui se font à plusieurs. Voilà. Et ça nécessite quand même des montages et que le commanditaire comprenne bien qu'en fait, tout ça, il faut l'appréhender, lui laisser le temps de se monter, etc. Mais que les réponses, du coup, sont possibles. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, localement, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a des contacts, on a des liens directs, donc ça va. Dès qu'on commence à travailler sur des entreprises beaucoup plus importantes, effectivement, il y a des nécessités de travailler à plusieurs, donc par des co-traitances qui sont locales, départementales, régionales et qui vont devenir de plus en plus, je pense, nationales. Vous voyez, j'ai en tête un marché, par exemple, du facile à lire. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre, qui consiste à mettre en accessibilité des documents. C'est-à-dire qu'on prend des documents qui sont compliqués, on les simplifie et deviennent simples. Bon, en gros, c'est ça, c'est l'accessibilité. Cet été, un marché national est passé. Et je vais vous dire franchement, nous n'avons pas pu le faire parce qu'on ne s'était pas assez rapproché suffisamment vite des différents ESAT de France qui savaient le faire. Nous sommes à peu près maintenant 14 ou 15 ESAT en France à faire du FALC officiel. Et voilà, il y a besoin de constituer ce GME. Donc, nous y travaillons en ce moment pour justement essayer de pouvoir faire des co-traitances beaucoup plus rapidement. Voilà, ça c'est un exemple typique national et je pense aussi à un autre marché sur lequel on avait tous réfléchi, c'est le marché Enedis, qui avait un marché national sur lequel où il y avait des fortes demandes aussi qu'on se constitue en réseau. Et je me souviens aussi, pour vous en donner un troisième, avec Claire de chez Andeco, lors du confinement, elle m'avait appelé en disant tiens, il y a peut-être un marché potentiel sur c'était des nettoyages de masques, vous savez. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu faire si on était tous ensemble beaucoup plus groupés. Vous voyez, si on travaillait groupés en fait ensemble. Voilà. Ça, c'est propre au secteur du handicap. C'est peut-être de se connecter un peu plus les uns avec les autres. Une réaction là-dessus, Christine? Je suis sûr que vous en avez une. Oui, j'en ai plusieurs. Alors, des exemples de co-traitance, j'en ai avec Alain, où on a répondu à des appels d'offres de services généraux avec justement ce côté à la fois rassurant pour l'entreprise acheteuse, parce qu'elle a en face une structure qu'elle considère comme plus solide que celle du handicap, qui a toujours une réputation de fragilité.
Ce qui n'est pas vraiment le cas, c'est quand on les connaît bien, mais bon, à partir du moment où cette image de marque n'est pas encore tombée, il faut arriver à faire des choses en co-traitance. Et effectivement, les co-traitances avec Sodexo ont été nombreuses et fructueuses. Et donc, voilà. On a aussi, mais là, on avance un petit peu dans le sujet, on a aussi, moi, ce que je trouve tout à fait appréciable et qui permet de démarrer des choses, en plus de ce maillage qui est essentiel, c'est les actions de co-construction avec les entreprises. Très souvent, les entreprises, quand on est sur le mécanisme d'appel d'offres et qu'on est à la réponse des appels d'offres, bon, effectivement, il y a tous ces systèmes de GME, de co-traitance, etc., qu'on peut mettre en place. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant et sur lesquels on a monté des marchés qui sont parfois énormes, qui sont la co-construction. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble avec l'entreprise et on va aller au-devant des difficultés, on va résoudre les problèmes et on co-construit une solution. Ça, je l'ai fait plusieurs fois et ça a été souvent des grandes réussites. On l'a fait sur des choses qui sont moins fréquentes maintenant, mais c'était du traitement de questionnaires, où on a repris des questionnaires qui étaient des questionnaires de santé, en l'occurrence, relativement complexes, et on a construit avec notre entreprise cliente cette réponse, ce qui nous a amené de passer de 2 salariés, je crois, au début, à une trentaine au plus fort de la prestation. Et ça, mais c'est quelque chose qui se construit pas à pas avec l'entreprise, donc en confiance et au fur et à mesure des réunions de coordination, qui sont souvent des réunions mensuelles, hein, comme fréquemment sur des entreprises à long terme. Et au cours de ces réunions, on construit les choses et on avance. Et au fur et à mesure, l'entreprise cliente peut déléguer les choses et déléguer sans risque, avec une fluidité importante, toujours la fluidité dont parlait Alain, qui est vraiment quelque chose d'essentiel. Et ça permet aussi de se connaître et d'avancer en s'appuyant sur les compétences des uns et des autres. Les compétences sont complémentaires. Si un secteur d'activité fait appel à nous, c'est évidemment parce qu'il en a l'obligation, mais c'est aussi parce qu'il va chercher des compétences qu'il n'a pas en interne, ou qu'il a moins, puisque nous sommes des gros pourvoyeurs de main-d'œuvre, puisque notre activité à nous est de créer de l'emploi. Ce n'est pas un métier ou un autre, notre métier à nous, c'est créateur d'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel au sein même de la société civile, c'est cette volonté non pas d'obtenir des marchés. Les marchés sont un moyen pour nous d'arriver à notre objectif qui est la création d'emplois et l'insertion des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Et ça, c'est essentiel de le ramener toujours au cœur du sujet. Les entreprises essaient de générer, enfin de réduire les emplois pour automatiser au maximum les choses. En revanche, il y a des activités chronophages, et ces activités chronophages sont aussi notre pain quotidien, puisque ça va nous permettre de créer de l'emploi, puisque nous, à l'inverse, la main-d'œuvre n'est surtout pas une variable d'ajustement, c'est notre richesse. Alors, je pense qu'Alain a une réaction, mais dans ce que vous dites, Christine, c'est qu'avant toute chose, et c'est bien de le comprendre, quelle que soit la position des uns des autres, c'est qu'il est nécessaire quand même qu'il y ait une sorte de contexte. Vous parliez d'écoute, vous parliez de confiance, vous parliez d'orienter les discussions sur les compétences. Il y a quand même un contexte à poser qui est nécessaire, et c'est celui-là qui va permettre après de déployer peut-être. Tout à fait, tout à fait. C'est important de poser le contexte, et c'est aussi important de ne pas couper le secteur des achats des prescripteurs, que les prescripteurs connaissent aussi nos structures, parce que si on a affaire qu'au service achat, le service achat est parfois objectivé sur ses achats, il a des choses comme ça, donc il va le pousser à venir chercher des compétences chez nous. Mais si le prescripteur n'est pas au courant, le prescripteur peut ou connaît mal le secteur, il va produire des documents qui vont être impossibles à traiter, des formes de marché qui vont être impossibles, c'est pas vrai, mais souvent difficiles à traiter et un peu à côté de la plaque par rapport à ce que le secteur est capable de mettre en œuvre. Alain, vous voulez réagir ? Oui, alors
Potentiellement aussi à ce que disait, je suis complètement en phase avec ce que dit Christine, mais aussi avec Jean-Marc sur la co-traitance. Effectivement, moi, quand je parlais de co-traitance tout à l'heure, on est plutôt sur le schéma Clinitex qui nettoie les bus, hein, et c'est ce qu'on a fait plusieurs fois, qui est quelque chose qui, au départ, hein, je vous le dis, je vous livre mon sentiment, qui est quelque chose, quand j'étais, moi, responsable mission handicap, quand ça a commencé à sortir un tout petit peu, j'étais pas forcément favorable parce que, comme l'a dit Jean-Marc, à l'époque, c'était des unités bénéficiaires, ça a changé, maintenant, c'est autre chose, mais j'allais dire le bénéfice, le taux d'emploi, puisque c'était ça à l'époque, allait plutôt vers la structure client que vers Sodexo, en l'occurrence, quand c'était Sodexo. Mais maintenant, je trouve que c'est aussi un moyen assez sécurisant, comme le disait Christine. Hein, l'entreprise de notre ordre, elle se dit, oh là là, alors que c'est souvent infondé, c'est vrai, mais en se disant, voilà, je m'appuie sur une grosse entreprise, si jamais il y a une défaillance de l'ESAT ou de l'EA, au moins j'aurai cette garantie-là. Mais je trouve que du coup, c'est assez vertueux parce que on l'a fait chez certains clients où on sentait bien que c'était vraiment une volonté pour plein de raisons. Et quelque part, là aussi, ça contribue à donner une bonne image des personnes handicapées dans le monde ordinaire du travail, hein, surtout s'ils sont sur des postes plutôt de front office, hein, parce que on milite aussi pour ça. On veut aussi que les personnes ne soient pas dans un coin pour pas qu'on les voit. Hein. On aime bien avoir, on a le cas de personnes au service de consommateurs, c'est quand même, je trouve, un peu plus sympa parce que là aussi, alors là, on déconstruit les stéréotypes, alors vis-à-vis du monde du travail, qui dit ah d'accord, donc une personne handicapée, elle peut aussi être en contact avec la clientèle et faire son travail comme n'importe qui. Donc ça, c'est important dans ce schéma-là. Alors, on n'est plus tout à fait dans l'ordre de ce qu'on avait préparé, mais c'est pas grave. Pour avancer sur des points un peu clés qu'on avait échangés ensemble en préparant, et je vais lancer Christine sur le sujet. Qu'est-ce qui peut être compliqué d'un point de vue structure du handicap vis-à-vis d'informations ou de relations avec une entreprise et qui parfois empêche en fait au démarrage, hein, qui crée un peu des freins pour pouvoir collaborer ensemble? Vous me donniez des exemples, je ne veux pas parler à votre place, si vous avez en tête ce qu'on s'était dit. Notamment, et vous m'aviez parlé de comment les appels d'offres sont élaborés, qui oui, parfois en fait. On a et c'est la suite de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement la structure même de l'appel d'offres qui souvent est rédigée évidemment en fonction des besoins de l'entreprise, ce qui est bien normal, puisque c'est l'entreprise cliente et c'est elle qui a des besoins, donc elle exprime ses besoins. Mais quand elle est faite sans concertation avec ou les achats ou le secteur du handicap, les responsables handicap ou mission RSE, enfin en fonction de l'organisation de la structure, on peut arriver à des structures d'appel d'offres qui sont impossibles à traiter pour nous, enfin difficiles à traiter, et du coup qui amènent soit des lenteurs de notre part, et parfois aussi les délais sont extrêmement courts. Vous avez entendu ce que disait Jean-Marc, le temps de monter un GME ou de mettre en place une co-traitance, ça demande un certain délai. Surtout quand on a des entreprises éclatées. Si on veut travailler, alors des structures grosses émaillant le territoire comme les grosses associations, ça pose moins de problèmes. Mais les structures plus petites ou plus autonomes, en fonction de la forme des associations et des structures plus autonomes, le temps de se mettre en contact avec les différents intervenants, les délais d'appel d'offres peuvent être dépassés ou en tout cas montrer quelque chose de pas très structuré, alors qu'en fait la structure est juste en train de se construire pour pouvoir répondre à l'appel d'offres. Donc on a ce type de difficultés. Et puis souvent, donc pour reparler des appels d'offres, les appels d'offres vont être des choses extrêmement carrées et extrêmement structurées. Et nous, on est plutôt dans quelque chose de souple et dans quelque chose d'adaptabilité. Et la raideur des appels d'offres ne correspond pas forcément à la forme de nos structures. Jean-Marc, peut-être là-dessus aussi, vous connaissez bien le sujet. Oui, alors ça me fait penser d'ailleurs au marché public, hein, la commande publique, hein, où on se rend compte que la commande publique a beaucoup de mal au départ à émettre des marchés, mais c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne connaissance du secteur. Alors nous, ce que nous leur disons quand nous les rencontrons, c'est venez faire du sourcing, et ils ont le droit de faire du sourcing, hein, c'est parfaitement autorisé.
Quand ils font du sourcing, ils voient vraiment ce qu'on sait faire, ce que les ESAT et les EA de France savent faire. Et après, ils peuvent donc allotir. Hein, donc, ils font des allotissements et ils émettent des marchés en connaissance de cause et ils savent très bien que ça peut répondre. Parce que la pire des choses pour un acheteur, je ne sais pas si vous le savez, ce que c'est la pire des choses, c'est d'émettre un appel d'offres dont il n'y a pas de réponse derrière. Voilà, exactement. Oui, et ça, c'est horrible pour un acheteur. Donc en fait, nous, on n'arrête pas de leur dire, venez faire du sourcing, et souvent, ils le font. Hein. Et après, c'est beaucoup plus simple. Franchement, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus simple de faire des lots, de créer des lots spéciaux, donc allotir. Et après, bien entendu, les établissements peuvent répondre. Mais quand je parle de la commande publique, c'est le même pour dans le privé, en fait. Hein. Quand les acheteurs visitent, très souvent, ils ont une meilleure connaissance et après, ils osent confier des marchés, quoi, en fait, hein. Donc ça, c'est pour la commande publique. Après, je pensais aussi, je ne dis pas à l'inverse, mais les très grands groupes, vous savez ce qu'on appelle les accords agréés, les groupes qui sont en accord agréé, je pense qu'il y en a 300 en France à peu près. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité, je dirais même indispensable, qu'on se rencontre beaucoup plus souvent. Et quand on fait des rencontres, moi je l'ai fait hein, dans les Hauts-de-France, j'avais dit, allez, on va essayer de réunir tous les accords agréés. Bon, et ben, je peux vous dire que c'est indispensable de recevoir l'émission handicap avec les acheteurs, mais d'avoir les deux en même temps, parce que quand on a seulement l'un et pas l'autre, tout le monde perd quand même un peu de temps. Parce que, bien entendu, les bonnes volontés des uns se percutent aux impératifs économiques des autres. Et donc voilà, pour que ça soit efficace, en tout cas, c'est un petit conseil hein, que moi j'ai remarqué, c'est de réussir à réunir en même temps des missions handicap et des acheteurs. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez tous sur ces sujets-là. Il y a des freins, bien sûr, hein, c'est ce que vous évoquez, des choses qui pourraient être facilitées, mais alors de l'autre côté, quand on est une entreprise, oui. C'est pas forcément simple non plus, hein, on est là pour voir les deux côtés. Vous parliez tout à l'heure, Alain, du sourcing régional, par exemple. Oui, alors c'est vrai que j'étais très très positif et je suis globalement très positif, il n'y a pas de débat. Non, je pense qu'il y a alors, c'est pas toutes les structures, bien évidemment, mais ça nous arrive, pas ou équipe, mais notamment lors de recherche pour des appels d'offres, hein, notamment, d'aller chercher, parce qu'on est effectivement à la maille du territoire, hein, une structure locale. Et évidemment, alors, je vais faire un peu de pub, mais on a la chance de passer par la base de données Andeco qui nous facilite le travail. Hein. Il suffit de rentrer le type de métier ou de service qu'on cherche ou de produit, et puis on trouve un certain nombre d'interlocuteurs et on peut aller directement notamment sur les sites internet. Mais c'est vrai que, alors, sauf grosse association un peu structurée, mais il peut y avoir des ESAT régionaux qui pourraient, je pense, servir la prestation. Et là, quelquefois, le site internet est très tourné, et c'est assez logique, très tourné, j'allais dire, le cœur de métier aussi de ce type de structure, c'est-à-dire quel type de population on accueille, quelles sont la mission d'accompagnement social, c'est évidemment important. Mais souvent, le volet j'allais dire quoi, ouverture au monde de l'entreprise et pas forcément, il faut alors moi je les connais un peu les sites, donc je vais un peu cliquer partout, mais c'est pas toujours évident. Hein. C'était très évident ce matin, j'ai été, Jean-Marc, pour tout vous dire, sur le site. Alors là, on arrive tout de suite en disant obtenir un devis. Alors là c'est super dirigé. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà, mais bon, mais je pense que voilà, il faudrait vraiment, si c'était possible, enfin, en tout cas que les établissements peut-être prennent conscience de ça. Oui. Ça demande sûrement un petit peu de travail, mais je pense que ce serait très profitable parce que du coup, la connexion, elle se fait souvent d'abord par le digital et puis ensuite, on peut aller creuser. Et puis évidemment, après, c'est le téléphone. Mais moi, ça m'est même arrivé d'envoyer des mails parce que je ne voyais pas trop et je dis, bah, tiens, je vais envoyer un mail et je n'avais pas forcément de retour. Alors voilà, ça, c'est peut-être un axe de progrès qu'il faudrait avoir en tête. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord sur la rencontre. Hein. Le fait d'aller voir et de provoquer la rencontre. Alors, si c'est effectivement mission handicap RSE plus acheteur, plus un ESAT, c'est génial. Mais ça aussi, je pense que bon, avec quand la situation le permet, évidemment, mais ça, c'est très profitable. Si je peux me permettre de rajouter un petit mot, c'est la difficulté que soulignait Jean-Marc, disant les choses se passent au siège, les choses se passent au siège. Quand on est parisien, puisque moi je suis plutôt parisienne et plutôt Île-de-France, la difficulté est que les personnes employées dans les sièges sociaux sont extrêmement mobiles. Et donc cette opération de faire connaître,
c'est faire connaître tout le temps. Parce qu'on a probablement plus de stabilité dans les territoires, en tout cas pour mon expérience, pour les entreprises que j'ai pu suivre de la NRH dans les territoires, on a une pérennité des correspondants. Dans les sièges sociaux, les gens bougent en permanence. Et ça, c'est très compliqué, et c'est là où il faut 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage et recommencer à prêcher la bonne parole. Je rajoute juste quelque chose, mais Christine a raison, hein, mais d'où l'intérêt d'ailleurs, c'est d'avoir quand même le contact de la mission handicap ou de la RSE, parce que nous, on arrive justement à faire un peu les intermédiaires justement pour compenser ce fait que y a beaucoup de mobilité, de turnover, de départ en région, ça peut arriver aussi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux. Alors, il est déjà 49, donc on va arriver dans le dernier tour de table. On n'aura évidemment pas tout abordé, mais peut-être pour donner des perspectives avec des clés ou des leviers pour que tout ça, ça fonctionne, mais ça peut encore mieux fonctionner. Je vais vous demander quelques interventions de votre part sur ces clés. Qu'est-ce que c'est bientôt Noël. Vous pouvez faire des souhaits maintenant, hein, ça. Et je ne veux pas conclure à votre place, mais moi j'ai entendu des choses comme communiquer en interne et en externe, hein, qui sont des choses qui sont un travail de longue haleine, hein, mais qu'il ne faut jamais relâcher. J'ai entendu aussi s'adapter, et s'adapter, c'est s'adapter des deux côtés, c'est-à-dire que le secteur du handicap a des adaptations à faire, et on dit toujours qu'il est agile et réactif, et il en a les capacités, mais aussi de l'autre côté, l'entreprise doit aussi pouvoir, tout du moins en partie, pour pouvoir s'adapter, et puis on parlait notamment si c'est au niveau local, on a parlé de se donner le temps de bien faire les choses, et on avait ce matin en fait la direction des achats de Paris 2024 qui a été aussi challengée sur ce sujet-là, et en réponse en fait les appels d'offres qui peuvent être justement très complexes, ils sont volontairement publiés très en amont sur une plateforme. Comme ça, les interlocuteurs peuvent en prendre connaissance en fait très très tôt et s'organiser pour répondre au moment voulu. Et ça, je trouve que c'est intéressant en fait comme démarche de la part du commanditaire. Donc se donner le temps et informer pour que justement et mécaniser ce temps. Et puis j'ai entendu aussi construire. Voilà. Dans les éléments, si c'est pas résumé ce que vous avez dit, mais des possibilités. Donc je vous laisse la parole. Encore une fois, je reviens à honneur aux femmes. Vos messages, Christine, pour clôturer, et encore une fois, on aurait pu passer le double de temps ensemble. Votre micro. Oui, moi, mon message, c'est celui sur lequel j'avais terminé, c'est-à-dire cette communication, ces rencontres dont parlait Jean-Marc, qui sont essentielles. Les rencontres, la connaissance des uns et des autres, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus que les EA et les ESAT se replient sur eux-mêmes en disant nous on sait mais les autres ne savent pas, alors tant pis pour eux. Bon, voilà. Il faut aussi, dans l'adaptation et dans la connaissance, il faut aussi que les EA et les ESAT prennent connaissance du milieu classique et se rendre compte aussi des contraintes du milieu classique qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, on peut arriver à une position médiane qui est toujours, comme disait mon prof de latin, in medio stat virtus. Bon, la vertu est toujours au milieu. Et donc voilà, quoi, on peut s'accrocher à ça et se dire qu'on avance ensemble, et c'est là aussi où je remets sur la table la co-construction et le fait de la connaissance. Alors le sourcing permet aussi la co-construction, parce qu'à un moment, dans l'allotissement, on peut aussi avoir des lots qui sont finalement sortis de l'appel d'offres pour pouvoir le co-construire ensemble. Et on n'est pas obligé de traiter. Alors, le privé a plus de souplesse pour ça que la commande publique. La commande publique est beaucoup plus raide, mais la connaissance des uns et des autres permet aussi de sortir des petits morceaux d'un appel d'offres et de se dire, voilà, cette partie-là, ce lot-là, va être traité de manière différente. Et ça peut être des pistes intéressantes à travailler pour avancer ensemble. Alors, je vais donner la parole à Jean-Marc, mais je le redis pour les gens qui nous suivent, hein, posez vos questions si vous souhaitez qu'on finisse par essayer de répondre à des questions. N'hésitez pas à les mettre tout de suite dans le chat. On essaiera de les récupérer pour avoir des réponses des intervenants avant la fin. Jean-Marc. Oui, alors moi, effectivement, comme conclusion, je dirais que la société change, hein, et les entreprises intègrent, je trouve, de plus en plus de valeurs. On le sait, hein, de RSE, de diversité en général. On le ressent quand même clairement, hein.
Moi, je pense qu'il y aurait un besoin peut-être il faudrait qu'on parvienne à valoriser les entreprises qui sont les plus vertueuses. Ça, c'est quand même quelque chose il y a eu des initiatives. Hein, je pense par exemple la charte des entreprises inclusives du ministère du Travail, qui effectivement est un démarrage de quelque chose. Hein. Il y a la charte des achats responsables aussi du médiateur des entreprises. Hein, voilà. Bon, il y a quand même pas mal d'initiatives Il y a la plateforme impact.gouv en ce moment, hein, qui démarre. work in progress, comme on dit. Hein. Alors moi, c'est pas ça. latin, c'est de l'anglais, Christine, hein, pardon. Voilà. Mais en tout cas, il y a des contributions qui sont encore ouvertes et c'est intéressant aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et bon, je trouve que ça serait peut-être important de valoriser les entreprises parce qu'effectivement, enfin, moi j'ai l'impression que quand tout va bien, actuellement on est plutôt une période où on recherche des salariés, donc bien entendu que c'est beaucoup plus ouvert. Quand la période est beaucoup plus fermée et qu'il y a beaucoup plus de problèmes dans les entreprises, le handicap, il y a quand même une tendance à passer après. Hein. Ça, on est tous conscients de ça. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose où il faudrait que ça évolue, voilà, que ça entre vraiment dans les pratiques courantes. Mais ça change. Je trouve que les entreprises, effectivement, de ce côté-là, ces valeurs-là s'intègrent de plus en plus. Hein. Alors d'un autre côté, nous, je trouve que les ESAT et les OA, avec l'UNAPI, qui développent aussi pas mal de choses, qui travaillent à la visibilité des établissements, au fait d'être fiers de bien faire. Vous voyez, toutes les associations essayent de travailler là-dessus. On travaille à la valorisation de la reconnaissance des personnes, hein, la RAE, la VAE. Bon, et en gros, à la réforme des ESAT et des OA, tout ça, ça se réforme. Donc, je pense que des deux côtés, tout est fait pour que ça fonctionne, pour que ça se rapproche de plus en plus. Donc, moi, je vois quand même des choses qui sont très, très positives, quoi. Hein. Donc, le message qu'on peut peut-être passer, c'est que tout le monde se mette en mouvement pour ceux qui ne le sont pas encore. Oui, mais c'est vraiment un travail en commun, ça c'est vrai. On l'a remarqué aussi dans les concertations actuelles, vous savez, avec le secrétaire d'État pour la concertation des ESAT, on se disait qu'il faut vraiment travailler avec les entreprises. Il y a effectivement les ESAT et les EA, mais il y a toutes les entreprises avec. C'est du travail de partenariat, quoi. On a une question de Pierre. Un organisme générique représentatif de ESAT ne pourrait-il pas être une tête de pont pour contractualiser? Alors, Jean-Marc, si vous voulez réagir Est-ce que ça veut dire que c'est une représentation, en fait, enfin, un organisme qui représenterait tout le monde? C'est peut-être ça que Pierre veut dire. Je me permets de prendre la parole. L'UNEA pour les entreprises adaptées, par exemple? Oui, mais ils ne peuvent pas contractualiser. Non, ils ne peuvent pas contractualiser. Et c'est justement, je profite, je me permets de prendre la parole. Je vous en prie, allez-y, vous serez plus clair. Postimo, la foncière du groupe La Poste. Je me permets d'intervenir parce que c'est vrai qu'on a des besoins nationaux et si nous pouvions, et si justement l'État est là, présent autour de cette table ronde, s'il pouvait y avoir un organisme facilitateur pour contractualiser et ensuite un ensemble de co-traitants, des ESAT co-traitantes, viennent se greffer là-dessus. Et donc, on pourrait faciliter la commande systématiquement, plutôt de multiplier les contrats. Je veux dire qu'on va faire quelque chose globalement, on va faire une charte, un cahier des charges. Cette entité consortium, par exemple, quand on parle de l'UNEA, il y a un consortium qui existe sur les textiles, le numérique. Là, on est en train d'essayer d'en créer un autre, nous. Mais si justement il y avait une tête de pont, je ne sais pas, le mandataire principal, organisme générique, mais mandataire principal, mais là, je regarde, moi, c'est sur toute la France, et je ne connais pas d'entreprise et ESAT qui puisse intervenir sur toute la France. Donc, une entité générique qui puisse contractualiser ensuite, faire des co-traitances avec l'ensemble des entreprises, ça serait fantastique. Et je pense que ça faciliterait grandement la commande. Alors, public ou autre, mais nous, c'est plutôt privé, mais voilà, ça nous aiderait énormément. Alors, est-ce que je lance l'idée, j'espère que ça tombera de mon côté. Merci Pierre pour votre question. Donc, alors, une minute, Jean-Marc, et puis c'est un point qu'on pourra peut-être soulever auprès d'Andeco, parce que si on a des spécialistes, c'est peut-être Andeco, et on va relever le point avec Andeco. Non, mais c'est une vraie question, hein. C'est la vraie question. Hein. Je pense par exemple à des grands. Je me souviens avoir un échange avec Orange, hein, qui fait travailler toute la France. Je crois que ça doit être 200 ESAT.
et pour l'instant, et qui nous demande en tout cas à ne voir qu'une seule tête, vous voyez, et c'est très très embêtant. Et donc il n'y a pas de solution. Soit c'est une sous-traitance, vous voyez, soit l'un prend et tout le monde sous-traite derrière, quoi, avec tout ce que ça comporte comme risque, avec des assurances, des contre-assurances, hein, parce qu'il faut que les sous-traitants soient assurés, etc. Ou alors c'est une co-traitance. Et mettre en place une co-traitance, ça veut dire, sur l'ensemble ça voudrait dire effectivement travailler sur des contrats dont on n'a pas encore fait actuellement, quoi. Oui, c'est vrai, l'idée est bonne, hein. Maintenant, reste à la mettre en place. Et surtout dans certains secteurs, je pense il y a des vraies demandes pour de la blanchisserie, par exemple. C'est vrai. Il va y avoir de la demande sur du curage, du réemploi, du réemploi de matériaux de construction. Ah oui, ça oui. Et en plus, avec la nouvelle loi AGEC, là. Exactement. Là, on est en plein dedans, hein. Ça va. Alors, je vous propose qu'on en reparle et on se reconnectera avec Pierre pour reparler tout ça en déco. Et du coup, il reste 1 minute à Alain, parce que comme il y a une conférence qui suit, pardon Alain, 1 minute 30. Alors, vous aurez le mot de la fin. Vous aurez le mot de la fin, c'est ça qui est bien. Je vais être très très court pour rester dans le thème de comment on peut mieux se faire rencontrer, les deux mondes, entre guillemets, l'entreprise. Je crois que ça se fait, j'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas si c'est estampillé comme ça. On vient de sortir, enfin ça fait presque un mois, mais on a fait, et nous on est très contents parce qu'on a été, pour une fois, plutôt pas mauvais. On a fait beaucoup de duodais, hein, donc des personnes venant du monde des secteurs protégés adaptés vers le monde de l'entreprise. Moi, je pense qu'il faudrait faire un duodais inversé. Alors peut-être de moins grande ampleur, mais de dire les ESAT, les EA, on invite les gens de l'entreprise à passer peut-être pas une journée, mais une demi-journée pour voir comment ça se passe dans un ESAT où quand et ça sert beaucoup les entreprises, hein, là aussi quand on aura la possibilité de faire des réunions un peu plus en présentiel, s'il y a un petit local, une salle qui peut servir de salle de réunion, n'hésitez pas, parce que je pense que les entreprises sont assez friandes de ça, de pouvoir se réunir dans un ESAT avec une visite d'1 heure. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses, et ça peut être un mini-business avec des prix super intéressants en termes de marché. Très bonne idée. Merci. Absolument. Et on a déjà entendu des témoignages dans ce sens-là, Alain. Effectivement, le duodais pourrait être un volet du duodais, ce que vous venez de dire. Hein. J'ai souvenir d'un pôle emploi qui avait des demandes en fait d'une EA qui était à côté. Et en fait, ils ne comprenaient pas les demandes de l'EA. Jusqu'au jour où ils sont allés visiter l'EA. Et à partir de là, le lien avec Pôle emploi a été beaucoup plus simple. Alors, du coup, comme il a entendu son nom, il veut prendre la parole. Évidemment, je parle de Joseph, qui a été interpellé. Je suis toujours autant flouté, hein, je suis désolé. Il faut que je trouve quelque chose là. J'ai fait une mauvaise manip en début de conférence. Non, alors Joseph, sur la question qui est posée, sur la question des têtes de réseau, sur la question de Pierre. Malheureusement, c'est une vraie fausse bonne idée parce que une tête de réseau ne peut pas s'engager sur une contractualisation et ne peut pas engager des organisations qui ne sont pas sous sa responsabilité. Et donc, la vraie solution, c'est le regroupement des entreprises. Et ce qui existe, ce qui se fait à travers les consortiums, les grandes organisations, vous avez la NRH présente, il y a APF Entreprises, cette mutualisation qui est en train d'organiser l'UNAPI sur ces ESAT, mais ça veut dire qu'il faut un lien de subordination très fort parce qu'il y a derrière des contractualisations et le lien juridique qui ne peut pas être fait avec une tête de réseau qui n'a aucun lien de subordination parce que s'il y a quoi que ce soit en termes de contrat, il ne pourra rien se passer, quoi, et on ne peut pas s'engager, nous, pour des choses sur lesquelles on n'a aucune visibilité et on ne peut pas le faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est par contre forcer pour que les gens s'organisent. Tu parlais, Antonio, de Paris 2024, ce qu'on appelle le sourcing inversé, c'est-à-dire que les gens s'organisent en amont avant la publication de l'appel d'offres, parce que quand l'appel d'offres est publié, c'est déjà trop tard, c'est déjà fini. Donc, il y a une expérience là, IGEA, j'ai animé quelques tables rondes pendant cette semaine. C'est 3 entreprises adaptées qui pèsent aujourd'hui 800 salariés, HandiPrint, le groupe NEA et HandiJob, qui viennent de se structurer, juridiquement pour pouvoir répondre à des marchés et de la massification à 800 salariés. Ils ont la structure financière, ils ont la capacité nationale, ils peuvent répondre sur l'ensemble du plan national. Et c'est là vers où on tend aujourd'hui, vers cette professionnalisation et ce regroupement d'organisations
qui ont envie de travailler ensemble et qui se font confiance aussi, parce qu'il y a une relation d'homme entre les organisations. Et c'est vrai que ces groupements, quand il y a maintenant 1000 salariés, quand il y a une capacitaire, quand il y a une capacité financière, quand il y a une compétence et une compétitivité parce qu'on est au prix du marché, là c'est plus facile et il y a un mandataire et là c'est plus facile pour contractualiser. Mais les têtes de réseau ne feront jamais ça. Elles pourront mobiliser, susciter et autres, mais elles ne pourront malheureusement pas être mandataires d'un groupement d'EA ou d'ESAT sur le plan national. Voilà ce que je pouvais dire de cette proposition et que j'ai entendue et sur laquelle j'ai été très attentif. Alors du coup, pour revenir sur notre sujet, peut-être qu'il faudrait mieux faire savoir ou davantage faire savoir ce type de montage qui existe aujourd'hui et qui du coup pourrait donner des idées notamment aux donneurs d'ordre. Oui, c'est ça. En fait, il y a un phénomène de connaissance, de communication, de faire savoir. J'étais sur une table ronde précédente. On parlait d'un établissement, d'un fournisseur du secteur qui fait des escape games. Ouais, on hallucine, mais moi je découvre aussi tous les jours des escape games pour justement développer de la sensibilisation sur la collecte du tri du déchet en entreprise. Et donc c'est une EA qui fait cet escape game pour les salariés de l'entreprise en question. Et là, il y a deux enjeux. C'est à la fois, c'est une EA qui fait ça, c'est un fournisseur du secteur du handicap. Et l'autre enjeu, c'est qu'on est dans l'environnemental et dans le tri du déchet. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, c'est aussi à ça que servent les têtes de réseau, c'est faire savoir, faire connaître, faire se rencontrer. Et le type d'événementiel, comme on dit achat, c'est aussi ça, c'est faire se rencontrer les gens, faire se connaître et faire se rencontrer les planètes, en fait. L'alignement des planètes, ça sert à ça. Et là, Alain Masson découvrait un peu l'organisation qui est en train de se mettre en place à l'UNAPI, comme elle est en place à APF Entreprise ou à l'ANRH. C'est un peu cette modélisation, parce qu'ils auront, eux, sûrement un lien de subordination. Alors, peut-être pas, parce que c'est plusieurs associations gestionnaires, c'est une union nationale d'associations. C'est pas une association gestionnaire comme peut être l'APF, qui est le président ou la présidente, en l'occurrence de l'APF, est présidente de l'ensemble des structures de l'APF, des ESAT et des OA, ce qui est plus facile, ce qui facilite les choses comme la NRH. Voilà, j'en dis pas plus, mais merci de ces questions et merci de vos interventions et j'ai passé un vrai bon moment avec vous. Même masqué, même flouté. Oui. Et j'ai rendez-vous avec mon informaticien là dans 6 minutes pour qu'il me règle ce problème parce que ça, c'est pas possible. J'espère que c'est un TIH. Nous en avons deux. S'il n'y a pas d'autres questions, puisque Joseph nous a permis de déborder, écoutez, au nom de toute l'organisation, je remercie les personnes qui ont participé et puis je vous remercie surtout tous les trois, Christine, Alain et Jean-Marc, d'avoir pris du temps pour partager avec les personnes. Partager, c'est déjà contribuer à mieux faire savoir et on se rend compte qu'il y a de la bonne volonté des deux côtés. Donc, on parlait tout à l'heure de contexte. Le contexte, il est peut-être favorable avec tout un tas, effectivement, de mesures et de choses à impliquer dans l'organisation des entreprises. Donc, ces deux mondes vont se rencontrer de plus en plus. Merci d'avoir pris le temps de le démontrer. Et je ne doute pas qu'on se retrouve sur d'autres occasions comme celle-ci, comme on dit achat, pour en reparler. Merci à vous. Merci, bonne Merci aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.